La Cour. Please be seated. I declare open the public hearing on the merits in the case of Vučković and others against Serbia. The applications were lodged on the 14th of February 2011 with the court under Article 34 of the Convention by Mr. Boban Vučković and 29 other applicants, all Serbian nationals. The applications were allocated to the second section of the court pursuant to Rule 52, paragraph 1 of the Rules of the Court. On the 28th of August 2012, a chamber of the second section joined the applications and delivered its judgment on the admissibility and merits of the case. On the 26th of November 2012, the government requested that the case be referred to the Grand Chamber in accordance with Article 43 of the Convention, and the panel of the Grand Chamber accepted the request on the 11th of February 2013. The government are represented by their agent, Mr. Slavoljub Caric, Assistant Minister for Justice and Public Administration of the Republic of Serbia, assisted by Ms. Vanja Rodic and Mr. Nenad Petković, advisors of the agent's office, and Mr. Radoslav Arzenijević and Mr. Slaviša Vuksanović, advisors from the Ministry of Defense. The applicants are represented by Mr. Serdian Aleksic and Ms. Branislava Isailović, counsel, assisted by Mrs. Maria Lazarević, advisor. I welcome the representatives of the parties in the name of the court. I also welcome, among others, the delegations of judges from Russia, Ukraine, Montenegro, Poland and Japan, as well as delegations from the French Senate and the High Council of Judges and Prosecutors of Turkey. Having consulted the agent of the government and the representatives of the applicants, I have determined the order of addresses as follows. Mr. Aleksic and Ms. Isailović for the applicants will speak first, and then Mr. Caric for the government. I would explain that in addition to interpreting in the two official languages of the court, English and French, interpreting into Russian and Turkish has been authorized for the benefit of the delegation of judges from Russia and the delegation from the High Council of Judges and Prosecutors of Turkey, respectively, which are on a study visit to the court. That interpreting is not arranged by the court, and no transcription of the oral translation will be included in the official record of the proceedings. I call Mr. Aleksic. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani sudije, čast mi je da vam se kao zastupnik 30 podnosilaca tužbe ovom sudu obratim lično i da vam ukratko iznesem najvažnije razloge iz kojih smatramo da je veće ovoga suda donelo pravilnu odluku 28. avgusta 2012. godine, koju očekujemo da nakon razmatranja svih naših dokaza i navoda potvrdite. Zajedno sa mnom je moja koleginica Branislava Isailović. Ja u ovom predmetu zastupam 30 ljudi od ukupno 8.500 koji su na osnovu odluke države Srbije, tada SRJ Jugoslavije, da proglasi ratno stanje na celoj svojoj teritoriji bili
mobilisani u martu 1999. godine, a potom proveli na ratištu 3 meseca. U našoj završnoj reči mi ćemo se danas baviti pitanjima koje ste nam izričito postavili, ali pre svega dozvolite mi da se pozabavimo najpre jednim faktičkim pitanjem, i to da li su ratne dnevnice isplaćene i u kom obimu i na koji način, kao podnosiocima, tako i ostalim rezervistima iz 1990. godine. Nesumnjivo je da je pravo na isplatu ratnih dnevnica imovinsko pravo podnosilaca u smislu člana 1 protokola 1, što je utvrdilo Veće ovoga suda 28. avgusta 2012. godine. Država svojim neosnovanim navodima, prvo, da ratne dnevnice predstavljaju neko novo pravo tužilaca, a ne imovinsko, jer nije pravosnažno sudski utvrđeno, a potom da je to pravo prestalo jer su dnevnice isplaćene, dovodi ovaj sud u zabludu. Kao dokaz da su podnosiocima isplaćene ratne dnevnice, država se potrudila da sudu dostavi 1000 kopiranih stranica isplatnih lista i, nažalost, nijedan original. Podnosioci tvrde da ovi spiskovi nisu validni i da su specijalno isfabrikovani za ovu priliku. Naime, država je sama u prvostepenom postupku tvrdila da spiskovi ne postoje, jer je isplata vršena na frontu, na licu mesta, da mnoge liste nedostaju, a povodom svoje žalbe je uspela ne samo da pronađe sve spiskove, nego su oni više nego uredni, čitko potpisani, kao da se radilo o školskoj učionici, a ne frontu izloženim ratnim dejstvima. Pitanje koliko je čovek sposoban da se čitko i uredno potpiše kada oko njega lete bombe, a još je veće čudo da svi mobilisani rezervisti, vojnici, imaju uredne rukopise, uprkos tome što jedva imaju osnovnu školu. Mahom ovde govorimo o poljoprivrednicima i ljudima niske školske spreme, koji, ako su zaposleni, onda se bave zanatskim poslovima. Potpisi su, međutim, više nego akademskog izgleda, a osnovana je sumnja da su mnogi falsifikovani. Ukazujem ovde i pokazujemo samo na 2 slučaja za koje smo doneli dokaze. Ljudi čiji potpisi na listi ne odgovaraju načinu na koji su oni potpisuju, kada se uporedi spisak i potpisi na punomoćju. Više nego sumnjivo da ovako uredne spiskove država dostavlja uvaženom sudu tek nakon svoje žalbe, a prethodno je tvrdila da spiskova nema. Dalje ukazujem na isplaćene iznose. Ovako kako su navedeni u spiskovima, vidi se samo koliko su vremena pojedinci proveli kao mobilisani, ali za iznose se ne vidi jedinica mere po kojoj su računati. Vidi se iz spiska da su to isto vreme, 40 dana, isplaćene različite dnevnice, a ne vidi se iz kog je to razloga. Ne zna se šta ovi iznosi predstavljaju, a podsećam vas da je po propisima država u obavezi da ratne dnevnice isplaćuje u iznosima računatim na bazi 24 sata, ne 8 ili 12. U sudskim postupcima pred domaćim sudovima postoje veštačenja koja pokazuju mnogo veće iznose nego što je u dostavljenim listama navedeno, što je još jedan dokaz da predložene liste nisu validan dokaz za ovaj sud. Osim toga, isplate su vršene za period od nekoliko dana, vidi se iz spiskova da ima isplata od 1 pa do 9 ili 15 dana. U tom slučaju, naravno da se neka imena pojavljuju više puta. Neki potpisi se odnose na 10 ili više lica. Druga zabluda za koju vam, cenjeni sude, obraćam pažnju je pokušaj države da svoju obavezu isplate ratnih dnevnica pretvori u socijalnu pomoć. Ovakav pokušaj je postojao pred domaćim sudovima, koji su zbog toga različito postupali i računali različite rokove zastarelosti. Takav pokušaj je nastavljen potpisivanjem sporazuma sa rezervistima iz 7 odabranih opština, među koje tužioci ne spadaju. Socijalna pomoć je kategorija koju se u ovoj stvari ne radi. Isplata socijalne pomoći mora po domaćim propisima ići
u skladu sa prosečnim primanjima, statističkim i ostalim podacima o korisnicima koje vodi lokalna samouprava. Pokušaj države da ovom sudu objasni kako je pitanje dnevnica rešeno u različitim lokalnim sredinama, olakšicama u plaćanju komunalija ili ogreva ili školovanja nisu od uticaja u ovom predmetu, pa i pozivanje na presudu o odgovoru tužbe po tačkama 53 i 54 nije od uticaja u ovoj stvari. Ovde se radi o imovinskoj obavezi države prema tužiocima nastaloj po propisima o ratnom stanju i mobilizaciji. Tužioci traže jednak tretman sa ostalim rezervistima, onima koji su ratne dnevnice primili i sredstva namenjenih za socijalnu pomoć, a koja su odabrani kriterijumom prebivališta. Smatramo da takvo postupanje države predstavlja kršenje principa Evropske konvencije o jednakosti građana. Tačno je, kako što država tvrdi u tački 55 svog odgovora, da ne postoje obaveze da se sa nekim licem postigne sporazum. Mi, kao tužioci, i to i ne očekujemo, ali ako je sama ponudila sporazum rezervistima iz 7 opština, morala je da isti princip, poštujući pravilo jednakosti, primeni za sve ljude koji su se nalazili u istoj situaciji. Od momenta kada je postigla sporazum 2008. godine sa rezervistima 7 opština, njena obaveza isplate dnevnica proširila se i na obavezu postizanja sporazuma sa svima. Ne sudimo ovde, poštovani sudije, tužiocima kao vojnicima. Oni su obični građani koji poštuju propise svoje države, kao što to rade građani u svim državama. Odazvali su se pozivu na mobilizaciji ne zato što su hteli, već zato što je to zakonska obaveza koja ima ozbiljne posledice ukoliko se prekrši. Takvu obavezu imaju građani u mnogim državama. Ne sudimo im ovde ni kao ratnicima. Ratna dejstva, kao i svim drugim svetskim sukobima, ostaju posebnim tribunalima u nadležnost. Ovde sudimo državi koja ne poštuje obaveze koje je sama propisala svojim građanima i za koje oni nemaju alternativu. Govorimo o rezervistima koji su zbog mobilizacije ostavili svoje farme, zanatske radnje, ostavili svoje porodice bez sredstava za život. Najmanje što država može da uradi je da svoju obavezu prema njima ispuni, a ne da netačnim i neosnovanim navodima žalbe ovo pravo dodatno ugrožava. Nije tačan navod države da su tužioci i ostali rezervisti mogli da se nakon mobilizacije povuku kada su hteli. Nije i ne može to biti razlog različitog broja dana koje su proveli pod mobilizacijom. Mobilizacija je obaveza i napuštala se ili popunjavala samo po opštim planovima mobilizacije koji je utvrdio načelnik Generalštaba. Zastupnik države bi makar toliko morao da zna i morao bi da potkrepi dokazima brojne svoje navode, ali dokaza naravno nema. Navodi u tačkama 78 do 81 u odgovoru države su stoga veoma proizvoljni i samo politički pamflet vlasti i nemaju nikakvu uporište u pravno relevantnim dokazima i činjenicama ove stvari. Ukazujem na kraju na još jedan izuzetno opasan zaključak države, dat u tački 66 njenog odgovora, koji možda i najbolje ilustruje odsustvo dublje analize i pristupa ovoj ozbiljnoj i kompleksnoj stvari. U samo jednom pokušaju da protivreči nalazima prvostepenog veća ovoga suda, u spornoj tački odgovora tvrdi da pitanje prebivališta ne spada u lična svojstva građana, već, kako navodi, postavlja pitanje izbora svoga lica, svakog lica. Dalje, međutim, kaže država da prebivalište može predstavljati osnov za diskriminaciju samo kada je povezano sa karakteristikama kao što su društveni status ili nacionalnosti. Iz ovoga zaključujemo da su ljudi u Srbiji diskriminisani po osnovu društvenog statusa i nacionalnosti u zavisnosti od mesta svog prebivališta koje slobodno biraju, što dalje upućuje na zaključak da mesto prebivališta biraju prema društvenom statusu, odnosno nacionalnosti. Ako je to tačno, onda je to neprihvatljiv navod države da je Srbija getoizirana i onda pitanje postojanja diskriminacije postaje još
važnije za građane Srbije. Ukoliko nije tačno, onda je u pitanju gruba površnost države u obraćanju uvaženom sudu i njena arogancija da svojim obavezama odgovara na pravilan i demokratski način. Hvala. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, comme mon confrère l'a déjà dit tout à l'heure, donc on va répondre maintenant aux questions précises que vous nous avez posées. Vu que notre mémoire du 15 mars 2013 contient déjà nos arguments qui concernent l'applicabilité de l'article 14 de la Convention en connexion avec l'article 1er du protocole 1 et de l'article 1er du protocole 12, on discutera aujourd'hui devant vous les arguments du gouvernement concernant la dite question, censés démontrer que les demandes des requérants ne sont pas compatibles ratione materie avec les dispositions de la Convention et du protocole 12. Pour le dire le plus simplement possible, le gouvernement serbe considère que l'obligation de l'État de payer aux requérants les indemnités per diem conformément aux dispositions des textes serbes déjà évoqués dans notre mémoire, afférents à la mobilisation en 1999, ne représente un bien au sens de l'article 1 du protocole 1, ni un autre droit prévu par la loi dont parle l'article 1er du protocole 12. Mon confrère a déjà souligné que les requérants adhèrent sans réserve aucune aux arguments de la deuxième chambre de votre Cour, qui a, dans son arrêt du 28 août 2012, constaté justement et à bon escient justement le contraire. Il semble que le gouvernement s'appuie principalement sur l'opinion dissidente, tout légitimement, du juge Sajo, en citant votre arrêt raffinerie grecque Strane Stratis Andreadis du 9 décembre 1994, pour avancer qu'une créance, à l'instar de celle des requérants, peut être considérée comme un bien du protocole 1 uniquement si elle est susceptible d'être exécutée judiciairement. Sans nous attarder sur les autres arrêts cités par le gouvernement à l'appui de la dite thèse, nous voudrons attirer votre attention uniquement sur le fait que les requérants ont soulevé devant votre Cour la discrimination dont ils ont fait l'objet dans l'exécution des obligations incombant à la Serbie, consistant dans le paiement des indemnités per diem aux réservistes militaires de guerre ayant été engagés dans la défense de l'État durant l'intervention militaire des forces de l'OTAN en 1999, et non simplement la violation des droits protégés par l'article 1er du protocole 1. Donc la question à laquelle il nous faut répondre aujourd'hui est celle de savoir si le droit dans l'exercice duquel la discrimination a été subie est suffisamment pécuniaire pour tomber sous l'empire de l'article 1er du protocole 1. Et la réponse ne peut être que oui. D'ailleurs, tout est déjà dit là-dessus dans les paragraphes 82 à 87 du jugement du 20 août 2012. Le droit au paiement des indemnités per diem aux requérants en tant que réservistes a été prévu par les textes de portée générale adoptés en 1999. Et les barèmes ont été déterminés de sorte que chaque individu éligible au paiement de cette indemnité connaisse le montant exact de sa créance envers l'État. Et par conséquent, sa nature pécuniaire ne peut être contestée. Mais en outre, et ce que le gouvernement fait semblant d'oublier, selon la jurisprudence de votre Cour, bien établie depuis l'affaire linguistique belge déjà en 1968, l'interdiction de discrimination a une portée autonome. Elle est assurée tant par l'application de l'article 14, qui fait partie intégrante de chacun des droits consacrant des droits et libertés, nous dit-on dans l'article 9 de la réciprocité, que par l'application de l'article 1er du protocole 12, qui vise même les cas où la discrimination serait commise par les autorités publiques du fait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, à l'origine de la discrimination litigieuse de l'État,
que l'État serbe a fait subir aux requérants se trouve un texte du gouvernement adopté le 17 janvier 2008, prévoyant dans son article 2 qu'une somme de 2 milliards de dinars serait virée sur les comptes de 7 municipalités sous-développées, à savoir Kuršumlija, Blace, Bojnik, Leban, Žitorađa, Doljevac et Prokuplje, et dans lequel il a été prévu que, et je cite, « sont éligibles au paiement d'allocation tous les réservistes militaires de guerre demeurant aux municipalités mentionnées dans l'article 2, fournissant un jugement passé en force de chose jugée suite à son désistement de l'action contre la République de Serbie ayant pour l'objet le paiement de l'indemnité, ainsi qu'une déclaration écrite portant le désistement de toute future demande concernant le paiement des dites indemnités. » Et aujourd'hui, nous, devant Monsieur le Président, donc on a évoqué les dossiers qui les gens de Kuršumlija et des autres municipalités étaient censés soumettre à la commune pour être indemnisés, mais du sort de ces documents, on va trancher donc ultérieurement. Les requérants ainsi que les autres réservistes militaires de guerre, en dehors des municipalités mentionnées, étant exclus de l'application du dit texte, ont entamé les protestations partout en Serbie, surtout après avoir appris de façon officieuse que même avant l'entrée en vigueur du texte du gouvernement, appelé Zaključak, adopté le 17 janvier 2008, le gouvernement avait le 11 janvier 2008 conclu un accord avec les comités de grévistes des réservistes militaires de guerre demeurant en municipalité énumérées dans le texte du gouvernement Zaključak du 17 janvier 2008 et le gouvernement a versé au débat donc même la traduction de cet accord. Il est constant que pour justifier une distinction de traitement de ces citoyens, la Serbie devrait démontrer devant vous qu'en privilégiant un groupe de réservistes au détriment d'un autre, en réglant aux uns et pas aux autres une dette ayant le même fondement et la même origine, elle avait poursuivi un but légitime. Et les requérants considèrent que le comportement du gouvernement consistant à employer les méthodes déloyales dans les négociations avec ses créanciers, tels les requérants, et à essayer de cacher la vraie nature d'emploi des fonds publics provenant des privatisations des biens publics, en feignant le paiement de l'aide sociale pour masquer la discrimination des requérants et des autres réservistes, exclut toute idée que l'État ait pu poursuivre un but légitime quelconque. Le comportement des gouvernements successifs de la Serbie inspire à une personne raisonnable plutôt l'interrogation sur les vraies raisons et les vrais enjeux des pratiques aussi étrangères à un État de droit, enfermant tous les ingrédients des pratiques corruptives. Le gouvernement nous dit à nouveau qu'il n'y a rien d'étrange dans le fait que, pour calmer la colère de certains citoyens plus enragés que les autres, mais en même situation juridique par rapport à l'État, on les aide financièrement et en plus nous dit que cela pourrait présenter un but légitime pour pratiquer la discrimination. Également que la discrimination peut être justifiée par la mauvaise situation des finances étatiques qui, pour le dire en passant, payent les indemnités dues aux réservistes à on ne sait qui, d'après les pièces versées au débat par le gouvernement lui-même, dont mon confrère vient de parler. Bien sûr, et fort heureusement, il n'en est rien, et comme les 6 juges de la deuxième chambre, vous ne serez pas dupes. Le gouvernement essaie de nous distraire en racontant une histoire dans laquelle il se présente comme une sorte de Robin des Bois, pauvre mais juste, qui distribue à ses pauvres citoyens l'argent pour les pacifier, mais en même temps, il n'a pas assez d'argent pour rendre heureux et calmer tout le monde, et alors, il est obligé de distinguer parmi ces pauvres gens et de choisir, même si cela lui brise le cœur. Et on devrait les croire sur parole. Malheureusement, pour les citoyens serbes, la vérité est tout autre. Dans la situation où la grande majorité des citoyens serbes vit en pauvreté, la distinction des réservistes sous l'angle de résidence ou d'indigence ne peut être justifiée. Et en outre,
Le critère de résidence d'un réserviste dans une municipalité sous-développée pour lui régler en priorité ses indemnités per diem ne peut en aucun cas servir de critère de son indigence. L'indigence d'un individu ne peut être prouvée qu'in concreto. En réalité, le gouvernement essaie de cacher le fait qu'en payant les indemnités per diem à un groupe de réservistes, en l'occurrence à ceux domiciliés dans les municipalités plus sous-développées que les autres municipalités serbes également sous-développées, allant des pays normalement développés économiquement, l'État a reconnu sa dette de nature pécuniaire et établi l'échéancier de son règlement. Ceci étant constaté, l'argument du gouvernement consistant à dire que les créances des requérants envers l'État sont éteintes à cause de la prescription extinctive est inopérant dans la mesure où la reconnaissance d'une dette fait que la prescription commence à courir à nouveau, ce qui prévoit l'article 393 du Code civil, Code des obligations serbe, que le gouvernement cite dans les mémoires, mais pas cet article, comme par hasard. Même le paiement d'une dette éteinte par prescription est valable selon l'article 367 du même code et ne peut pas être répété. Et l'État a été en droit de reconnaître de payer sa dette, bien sûr, même prescrite envers les réservistes, et même plus amplement que prévu dans les textes qui, nonobstant leur intitulé respectif en droit serbe, pravilnik, odluka, doivent être considérés tous comme des lois dans le sens de l'article 1er du protocole 12, car votés par le législateur en 1999. Mais l'État serbe ne pouvait en se faisant distinguer entre les réservistes répondant aux conditions posées d'une façon générale par les textes en question, à savoir ayant été mobilisés durant les mois mars, avril, mai, juin 1999 et ayant participé dans la défense du pays durant l'intervention militaire de l'OTAN contre l'ex-Yougoslavie, et cela donc distingué d'une façon opaque et non justifiée selon les critères bien établis par votre jurisprudence. Et au demeurant, le gouvernement lui-même a reconnu le caractère discriminatoire de son agissement envers les réservistes en adoptant le 10 avril 2008, donc 3 mois après le fameux accord ESA-Klučak du janvier 2008, et notre texte et qui est versé au débat par le gouvernement est seulement l'article 2, mais qui m'intéresse est traduit en anglais en tant que pièce B2. L'interprétation a contrario de cet article nous offre la preuve intrinsèque du fait que la question de paiement des indemnités dues aux réservistes n'était pas réglée d'une façon uniforme et systémique, mais en privilégiant les uns au détriment des autres réservistes. Maintenant, je vais passer à la question de recevabilité qui nous a été posée tout récemment. Et là, on se sent un petit peu défavorisé par rapport au gouvernement qui a mis tout ça par écrit. Nous, on va se contenter de vous répondre oralement. Ici encore, force est de constater que c'est l'opinion dissidente qui a inspiré le gouvernement, c'était son droit, et le gouvernement considère, tout comme le juge Sajó, que les 6 juges de la deuxième chambre n'ont pas respecté suffisamment le principe de subsidiarité de la protection des droits devant votre cour et qu'il fallait laisser aux juridictions serbes le soin de réparer les violations des droits commises par l'État et surtout à la Cour constitutionnelle serbe ériger une sorte de filtre entre les citoyens serbes et votre cour depuis l'arrêt Vinčić. Mais depuis longtemps, votre Cour juge que le principe de subsidiarité n'a rien d'absolu ni de sacré. Les justiciables, fort heureusement, sont dispensés de l'obligation d'épuiser les recours internes qui ne sont ni adéquats ni effectifs compte tenu des faits de leur cause. Depuis le début, c'est-à-dire à partir du moment qu'ils avaient compris que les textes adoptés en janvier 2008 par le gouvernement ne seraient étendus à tous les réservistes, les requérants
on évoquait en substance le grief tiré de la discrimination devant tout d'abord le tribunal de première instance de Niš et ensuite devant la cour d'appel de Niš. Ils avaient demandé rien d'autre que d'être mis par le gouvernement sur un pied d'égalité avec les réservistes bénéficiant du texte du janvier 2008 et de se voir payer les mêmes indemnités per diem que ces derniers. Mais, avouons-le, cela aurait coûté beaucoup d'argent à l'État et l'occasion s'est présentée aux juges serbes rescapés de la réforme judiciaire en Serbie en 2009, jugés illégaux depuis, de servir les intérêts du gouvernement qui les avait épargnés du limogeage sec comme les autres. Les juridictions internes citées ont complètement ignoré l'objet des demandes des requérants et systématiquement jugé que les craintes des requérants et des autres réservistes étaient